Deuxième épisode de la saison 1 du Temps de l'AVC, votre podcast pour plonger au cœur de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Et comme toutes les semaines, avec nous, le professeur Éric Jouvent, responsable de l'unité neurovasculaire de l'hôpital Lariboisière à Paris. Bonjour Éric. Bonjour Bruno. Éric, le thème de ce deuxième épisode est comment reconnaître l'AVC, car il a des faux amis cet AVC. Exactement, on l'a vu, c'est extrêmement important d'aller le plus vite possible jusqu'à l'endroit où le patient va être traité, mais on ne peut pas emmener tous les patients qui ont des symptômes potentiellement évocateurs d'un AVC. Il faut faire un filtrage et pour ça, on a besoin d'une expertise particulière qui est celle des SAMU et des pompiers. Bonjour Corinne Hooker. Bonjour. Corinne Hooker, vous êtes médecin régulateur au SAMU 94, c'est dans le Val-de-Marne pour ceux qui ne le savent pas, en région parisienne. Corinne, en quoi consiste votre travail ? Alors notre travail consiste à traiter tous les appels d'urgence qui arrivent au 15, parmi eux les appels pour suspicion d'AVC, et de savoir déterminer donc quelle est la pathologie et quel est le moyen le plus adapté à envoyer aux gens pour leur donner le secours adapté. Vous avez une idée de combien d'appels vous recevez par jour qui pourraient être des AVC, par exemple, dans votre centre ? Par jour, je dirais une dizaine, une quinzaine peut-être. Et sur ces 10 ou 15, combien vous allez considérer comme des vrais AVC potentiels et traités comme tels? Parce que j'imagine qu'on ne peut pas envoyer une ambulance sur chaque suspicion. Alors quand je dis les 10-15, en fait c'est les 10-15 où nous on pense à un AVC, mais après on a beaucoup plus d'appels de gens qui appellent avec des symptômes possiblement neurologiques qui peuvent leur faire penser à l'AVC et pour lesquels il faut qu'on trie. Donc je ne sais pas quel est le pourcentage, mais il y a beaucoup d'appels pour des symptômes neurologiques et puis après il y a au final une dizaine ou une quinzaine d'AVC par jour. Et comment vous les triez alors justement ? Alors on a 2 niveaux de tri. Quand on appelle au 15, on parle en premier avec un assistant de régulation médicale. Donc c'est un personnel qui est chargé de prendre très rapidement les coordonnées géographiques déjà du patient pour qu'on puisse aller lui porter secours. Et puis déjà quelques éléments du motif de l'appel, puisqu'en fait les appels qui tombent au 15 peuvent être passés soit à un médecin généraliste pour une filière de soins de permanence des soins, soit à un médecin urgentiste. Et bien entendu dans le cas de l'AVC, c'est de l'urgentiste dont on a besoin puisque le temps presse. Et du coup, alors, imaginons que le régulateur détecte les mots-clés qui font évoquer un AVC et qu'on vous transfère l'appel. Comment vous procédez ? Alors, on poursuit un petit peu l'interrogatoire pour aller un peu plus loin. Donc, l'assistant a posé en général les questions simples de y a-t-il un membre qui ne fonctionne pas ? Y a-t-il la bouche de travers ? Le patient a-t-il du mal à parler ? En gros, c'est les 3 questions qu'il pose. Et s'il y a une réponse positive à l'une des 3, on reçoit l'appel. Et après, nous, on continue l'interrogatoire en cherchant de manière un petit peu plus fine quels sont les symptômes, de manière très importante quelle est l'heure de début d'installation des symptômes, puisque ça va être très important pour la suite de la prise en charge. Et puis aussi des données annexes comme d'autres pathologies ou des traitements que le patient prend qui pourraient contre-indiquer certaines thérapeutiques. Quel genre de traitement, par exemple ? Par exemple, des anticoagulants qui nécessiteraient de faire peut-être une thérapeutique différente. Ça veut dire que, par exemple, un patient qui prendrait des anticoagulants, alors au hasard, parce qu'il aurait un trouble du rythme cardiaque comme une fibrillation auriculaire, ça influence la prise en charge que vous faites, vous, quand vous recevez le malade ? Alors, ça va influencer la prise en charge à l'hôpital, puisqu'il va falloir d'une part contrôler sa coagulation, donc par une prise de sang, pour savoir où il en est par rapport à son traitement et quels sont les traitements qu'on peut lui proposer. Ça peut changer les traitements qu'on lui propose à l'hôpital. Parce qu'il y a, par exemple, des traitements, j'imagine, qu'on injecte dans le sang et qui sont contre-indiqués si on a des anticoagulants, c'est ça ? Exactement. D'accord. Docteur, juste pour l'attitude que je dois avoir. Une personne fait un malaise devant moi. Quand je vous ai au téléphone, vous avez commencé à le déflorer, à le dire il y a quelques instants, mais moi, qu'est-ce que je dois avoir comme attitude au téléphone avec vous pour parler du patient et de la personne qui est au plus mal ? Alors la chose très importante, c'est déjà d'appeler au bon endroit, parce qu'on a malheureusement encore beaucoup de patients qui vont d'abord chez leur médecin traitant quand ils ont des symptômes et qui perdent du coup un temps précieux, puisque dans l'AVC, on n'a que quelques heures avant de pouvoir réouvrir une artère bouchée. Et donc, si on prend le temps d'aller chez son médecin traitant, en général, on passe ce délai-là. Donc, la première chose, c'est de nous appeler, donc de faire le 15. Et ensuite, quand on a la personne au téléphone, plus les personnes sont informatives dans le sens où répondre à nos questions sans essayer de dire beaucoup de choses autour. Je sais que c'est pas facile parce que quand on appelle, on est inquiet par définition. Mais c'est important de répondre aux questions parce que les questions qu'on pose sont ciblées pour avoir les réponses qui nous permettent d'orienter les patients le mieux possible et le plus rapidement possible. Donc, si les patients peuvent juste répondre à nos questions, c'est la meilleure façon, je pense, pour qu'ils perdent pas de temps. Et donc, du coup, quand vous détectez un AVC, qu'est-ce que vous faites ?
Alors, quand on détecte un AVC, qu'on pense qu'on est tôt dans l'AVC, qu'on a toutes les chances de pouvoir traiter ce patient, on déclenche une course contre la montre. La première étape est d'envoyer très rapidement un moyen sur place pour aller chercher le patient. C'est un moyen des pompiers qu'on demande parce que c'est le plus rapide en région parisienne. Donc, on prévient les pompiers immédiatement en demandant un VSAV, c'est un véhicule de secours qui est envoyé directement auprès du patient. Et puis, dans le même temps, pendant que ce véhicule de secours se rend auprès du patient, nous, on appelle nos confrères neurovasculaires dans les différents hôpitaux du secteur en partant du plus près pour s'assurer que l'accueil peut être organisé pour le patient. Et dès qu'on a un accord d'un neurovasculaire pour un lieu de chute pour ce patient, qui va être attendu en général directement à l'imagerie, je rappelle mes collègues des pompiers en leur disant « Je vous ai demandé tout à l'heure une ambulance pour cette adresse, elle est entendue ensuite en neurovasculaire à tel hôpital ». De cette façon, on perd le moins de temps possible. Est-ce que vous avez une anecdote? Est-ce que vous vous rappelez, par exemple, d'une personne, ou un coup de fil que vous avez eu et peut-être qui peut nous expliquer un peu de ce que vous venez de nous dire? J'en aurais plusieurs, mais je pense à une en particulier parce que des fois, l'AVC est difficile à reconnaître. Des fois, les gens appellent en disant « Je pense que je fais un AVC » et puis on essaye d'élaborer. Mais des fois, les patients n'y ont pas pensé parce que c'est très inhabituel. Et je me rappelle de quelqu'un qui m'appelle pour sa voisine qui a frappé à sa porte et parce qu'elle trouvait pas son portable, donc rien de très médical jusque-là. Et puis il m'appelle en me disant « Je trouve qu'elle est pas tout à fait comme d'habitude, elle parle pas comme d'habitude. Elle me dit qu'elle trouve pas son téléphone, moi je vais chez elle, il est posé sur la table en face d'elle, là où elle le met d'habitude. Je trouve ça un peu étonnant. » Et donc on a longtemps interrogé, on a cherché, on a parlé avec le neurologue, on s'est mis en conférence à 3 et puis au final elle avait fait un AVC. Merci, docteur Hooker, d'avoir été notre invité dans le temps de l'AVC. Je vous rappelle un numéro, vous le retenez bien, on appelle le 15, le SAMU et pas autre chose, bien évidemment. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Professeur Jouvon, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, tout à fait. C'est le point clé, c'est qu'il y a des gens dont c'est le métier de filtrer. C'est très difficile de diagnostiquer un AVC, on l'a vu. C'est encore une fois très différent de l'infarctus du myocarde où on a mal au cœur. Tout le monde s'en rend compte et même si on n'a jamais entendu parler de l'infarctus du myocarde, il est très inquiétant. L'AVC, c'est plus difficile de le reconnaître et il faut qu'on arrive à former la population à reconnaître les cas évidents parce qu'il y a des cas qui sont très très compliqués comme ça, on pourra jamais former tout le monde et parfois on peut imaginer que l'intuition de ce voisin-là a permis de gagner un temps précieux mais on pourra jamais compter sur l'influence de l'intuition de toute la population. Donc déjà reconnaître quand un patient a un bras qui bouge pas, le visage de travers, qui parle plus comme d'habitude, si déjà tout le monde est formé à ça, on aura fait un grand pas. Voilà, en tout cas, merci professeur. Voilà, le deuxième épisode du temps de l'AVC est terminé. La semaine prochaine, nous allons plonger au cœur de l'état-major des pompiers, l'autre endroit clé avec le SAMU où se décide la prise en charge des patients. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à commenter, à noter ce podcast sur vos plateformes de téléchargement, c'est important. Et puis si vous voulez vous renseigner plus en détail sur le travail du réseau FHU, la Fédération Hospitalo-Universitaire, direction le site fhu-neurovasc.com. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée et surtout, prenez soin de vous. Merci. Merci.